Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille Johan Yangting. Johan, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est cool, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir. Johan, c'est un consultant en stratégie marketing. Il accompagne les entrepreneurs, les dirigeants. Et du coup, Johan, je te laisse te présenter plus en détail. Oui, donc mon activité principale aujourd'hui, c'est le consulting en stratégie marketing, dans tout ce qui touche à comment, faire l'acquisition de clients, enfin tout le funnel qu'on connaît, l'acquisition, transformation, vente et fidélisation des clients, comment optimiser tout ça dans une entreprise. Et je travaille avec beaucoup de dirigeants, d'indépendants, de TPE, PME, pour les accompagner dans leur stratégie. Et puis je fais également aussi du coaching de performance auprès des entrepreneurs et dirigeants pour les aider au niveau du mindset, parce que c'est l'humain qui pousse le business. Et puis, je travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion du temps, comment être mieux soi-même, plus aligné dans son business, parce que c'est un équilibre et un besoin, qu'on voit beaucoup, qui va pousser justement la performance de l'entreprise. Donc voilà un peu, en résumé ce que je fais. Et je me suis lancé pendant que j'étais étudiant il y a, 10 ans au moment où on fait l'interview. Donc voilà. Énorme. Ok. On parlait en off. Là, on a une demi-heure devant nous pour l'interview. Donc, je vais aller direct à l'essentiel. On parlait en off de l'évolution du marché du coaching, Oui, de l'infoprenariat. Tu as publié même récemment un post par rapport à ça oui. qui est très intéressant et très riche. Euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution du marché du coaching dans les 10 années à venir? Oui, alors déjà pour comprendre les 10 années à venir, moi j'aime bien pour comprendre l'avenir, comprendre le passé, parce qu'on se rend compte que finalement il y a des cycles. Et quand je suis arrivé sur ce marché, c'était en 2008-2009. J'étais encore étudiant, donc j'avais un petit peu un regard, extérieur, je dirais pas, naïf, mais jeune. C'est-à-dire, c'était un peu: «Waouh, il y a un truc qui se passe, il y a une nouvelle économie», comme on l'appelle, avec les indépendants, le fait que tout le monde pouvait devenir, enfin avec une expertise, pouvait la partager. Et ça se faisait au travers soit de formation, soit de coaching, d'accompagnement. Et c'était quelque chose qui était très marginal à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup d'acteurs et c'était quelque chose qui était vu comme une nouveauté. Et comme toute nouveauté, ben, ça prend comme un marché, ça s'est développé durant ces années. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont reconverties ou mises en indépendant. Et il y a différents il y a enfin, il y a plein de branches, hein. Ça peut être le consulting, donner du conseil, il y a la formation, il y a le coaching, il y a beaucoup de thérapeutes aussi, ce qu'on appelle les infopreneurs. Donc là, c'est plus les gens qui vont former, enfin, c'est plus un domaine, l'infoprenariat, c'est vendre de l'information, donc vendre du savoir. Et tout ça, durant 10 ans, ça s'est beaucoup développé jusqu'à toucher la masse. Et ce qui se passe quand ça touche la masse, ben, c'est que je dirais que il y a moins de critères de standard. Ce qui fait que beaucoup de personnes font du très bon travail, d'autres peuvent avoir une porte d'entrée très faible. Et quand tout le monde peut faire quelque chose, ben, il y a forcément beaucoup plus de qualitatif, mais aussi de choses pas très qualitatives. Et ça a commencé à créer une sale image, ce qui est un peu dommage. Et ça, faut être honnête avec, c'est que de l'extérieur, les gens voient de plus en plus mal les coachs à cause de ça. Il y a des très bons coachs, il y a des très mauvais, comme dans tout, hein. Sauf que, l'image qui est véhiculée et ce qui est communiqué peut donner une mauvaise image dans l'accompagnement. Et je pense que les 10 prochaines années, comment ça va évoluer? Je pense qu'il va y avoir, j'en suis persuadé, une sorte de standardisation et de régulation. Ça veut dire que pour moi, comme c'est des métiers nouveaux, il y a des grandes chances que, comme le coaching sportif ou la santé, il se peut que par les responsabilités qu'on a de former, d'accompagner les gens, que ce soit formateur ou coach, il peut y avoir des standards qui soient mis par, je sais pas d'où ça va venir, soit un groupe qui va se rassembler, comme on voit ça par exemple chez les conférenciers. Il y a le groupe de conférenciers certifiés qui vont, créer un standard. Et ceux qui font ça à part, soit ils sont bons, soit ils sont mauvais, on s'en fout, mais le standard est un gage de qualité. On voit beaucoup ça par exemple chez les conférenciers, même si c'est pas officiel. On voit ça dans la formation. Les formations certifiées, c'est pas les mêmes que les formations non certifiées, parce qu'il y a toujours un standard et une demande. Donc je pense qu'il se peut que ça bouge comme ça. Ça va se développer. Il y a de plus en plus de personnes qui deviennent coach, des gens qui ont une expertise métier, qui se reconvertissent dans le coaching. C'est-à-dire, j'ai des clients qui ont fait de la RH pendant des années et qui maintenant se mettent en coach pour accompagner des dirigeants dans leur management. Donc c'est en évolution, mais je pense que ça pourra peut-être être plus cadré pour mettre des standards de qualité, parce que c'est important. Parce qu'un coach a une responsabilité vis-à-vis de ses clients, et c'est pour éviter peut-être des dérives qu'on en a pu voir maintenant, et voilà. Donc peut-être ça va se professionnaliser, ça se fait en cours. Très pro, très peut-être plus cadré et standardisé, c'est la vision que j'ai.
Donc ce qui demande de vraiment s'aligner, d'avoir un branding fort et d'être pro, quoi. Mmh. Et Voilà, est-ce que tu penses que le marché s'est développé en même temps qu'internet? C'est devenu de plus en plus accessible? c'est ça. C'est que je pense qu'avec internet, c'est plus facile, n'importe qui avec une webcam, un téléphone et tout peut créer du contenu et ça a été génial parce que quand j'ai commencé, j'ai fait mes premières vidéos, il y avait pas encore beaucoup qui faisaient ça, sur YouTube. Et et ça a permis justement de communiquer très vite et de toucher beaucoup de monde très vite et que c'est bah, après on voit ça aussi dans la musique, dans le cinéma, pas à la même échelle, mais il y a des indépendants, des amateurs qui peuvent faire des productions. Il y a même des gens qui sont devenus célèbres grâce à ça. Même Stromae, il a commencé dans sa chambre, hein, à faire des Mmh. de la musique, il y a Ryless, le rappeur qui fait encore parfois des trucs dans sa chambre. Les portes à l'entrée sont moins fortes, mais il y a quand même une industrie, il y a quand même des standards qui font que si tu veux percer, tu es obligé à un moment de passer dans la partie industrielle. Et je pense que dans le coaching, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours beaucoup moins de freins à l'entrée, donc c'est plus de Mmh. concurrence. Donc c'est une opportunité géniale, mais ce qui fait que comme il y a plus de monde, il faut se différencier, il faut se professionnaliser et ça peut même devenir, ça peut même s'industrialiser, je pense. OK. Et donc, tu parles de différencier. Est-ce que tu as des choses à donner à ceux qui nous regardent pour se différencier justement? Bah, je crois que, c'est vrai que quand on a envie de notamment du métier de si on prend vraiment juste coach, qu'on a envie de devenir coach, on a tendance à prendre des modèles et on se dit: «Bah, peut-être que moi je veux devenir comme Tony Robbins ou que je veux devenir comme, je sais pas quel coach très connu» et on s'oublie un peu en sachant que ces personnes-là aussi ont une histoire, un parcours et que soi-même on a aussi une histoire et un parcours et je vois ça avec les clients que j'accompagne, c'est que parfois ils ont un syndrome d'un imposteur ou ils ont du mal à trouver leur unicité parce qu'ils ne réalisent pas tout le parcours et l'expérience qu'ils ont de vie, et je crois que la différenciation se fait sur ça. C'est-à-dire que les gens vont plus s'identifier à votre parcours, à votre histoire, qu'à peut-être juste des on va dire des conseils, remâchés et pour ça que je dis aussi beaucoup en conférence et c'est l'importance de la conférence d'utiliser ce qu'on appelle le storytelling et de pas hésiter à raconter son histoire, même si nous, ça peut saouler, même moi, j'ai mis du temps à le comprendre, hein. Je disais: «Mais ça saoule les gens, j'ai pas envie de parler de moi, ça les intéresse pas» et en vrai, après, j'ai testé, je me suis forcé, on m'a dit: «Mais Johan, ça m'intéresse de savoir tes histoires» et j'ai commencé à faire plus de storytelling et je voyais ça captivait les gens et même ça augmentait mon business parce que les gens s'identifiaient à moi. Et on parle d'authenticité, tout ça, et c'est ça qui est la plus grande force, c'est qu'on a tous une histoire qui est unique. Et ça, on n'arrive pas à le prendre conscience. Et quand cette histoire, on arrive à en prendre conscience, c'est ça qui fait la plus grande unicité, la différenciation. On peut avoir le même positionnement, le même message, entre guillemets, qu'un autre coach, mais les gens vont venir nous voir pour notre énergie, pour notre histoire, pour notre parcours, auquel ils s'identifient. Et c'est pour ça qu'il y a certes de la concurrence, on va pas se le cacher, mais mais quelqu'un peut très bien avoir plusieurs coachs dans le même domaine. Et j'ai même des clients qui, se font accompagner par d'autres personnes qui pourraient être mes concurrents, mais parce qu'on est complémentaires, on a des approches différentes. Donc c'est pour ça que il y a de la concurrence, mais en même temps, c'est pas fatal dans le sens où, pour moi, l'enjeu, c'est votre branding et votre histoire qui va vous différencier, vraiment. Ouais, par rapport à l'histoire, j'ai une anecdote à raconter. Oui, J'ai été en formation pour devenir coach professionnel, il y a quelques mois déjà et le premier exercice qu'il y avait à faire, c'était de parler à tout le monde, au groupe qui était là, d'une chose, de notre histoire et de ce qu'on raconterait pas à une personne qu'on vient juste de connaître, de ce qu'on a honte de oui. raconter. Et donc j'ai joué le jeu, j'ai raconté ça et j'en avais presque les larmes aux yeux parce que ça me touche. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont connecté avec moi, avec mon histoire et qui se sont mises, bah, à ressentir ce que je ressentais parce qu'elles avaient vécu quelque chose de similaire et Tout donc à fait. qui se reconnaissaient en moi. Et ça, c'est très puissant, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, je n'osais pas le faire et puis j'ai lancé un format sur ma chaîne YouTube qui est les Game Entrepreneur Stories, où je raconte des anecdotes de mon histoire et les gens ont dit que c'est le format qu'ils préfèrent. Parce que, là, bah, justement, je fais ça, je raconte des trucs que j'ai jamais racontés avant. L'événement que je ferai prochainement, je vais le faire aussi, ce sera vraiment en live et c'est important parce que parfois ils vivent des choses. J'ai parlé de mon burn-out, j'ai parlé de comment j'ai foiré mes premiers lancements de produits, j'ai parlé de comment j'ai failli me faire virer d'un stage, ce qui a fait que je suis devenu entrepreneur. J'ai parlé de mes doutes par moment, le syndrome de l'imposteur, comment je l'ai passé. Toutes ces histoires-là, les gens le vivent et parfois, quand on avance, on oublie qu'on est passé par là et que les gens passent par là et ça leur fait du bien d'entendre ça. Là où parfois on peut avoir un discours, «C'est génial, c'est facile de réussir et tout», alors qu'en vrai, on passe tous par des moments de galère et
Et c'est là qu'on peut le plus, en tant que même que coach ou personne qui accompagne les gens, plus les aider parce qu'on est passé par là aussi. Et cette expérience de vie, elle est ultra importante. C'est même pas que du pro, c'est aussi du perso parce que ça se passe beaucoup le soir, quand tu es face à toi-même et que tu réfléchis à où tu vas. Mmh. Ouais, quand tu es entrepreneur, une journée, tu es super content, tu es super joyeux. Le lendemain, tu es dans ton canapé, tu pleures. Ouais, mais ça, c'est vraiment mais à tout niveau, hier encore, j'étais en train de m'énerver avec le support Facebook parce que j'ai eu des problèmes avec mon compte publicitaire qui a été, bloqué et ça m'a énervé. J'étais pas bien parce que j'ai perdu des années de pixels, d'optimisation et tout et voilà et juste après, j'étais déjà un peu mieux donc tu vois, et avant, j'étais bien donc parfois, tu as des trucs, tu comprends Mmh. pas, ça fait partie du parcours. Mmh. On le choisit. Ouais et justement, tu parlais tout à l'heure de barrières à l'entrée, de portes, Oui. qui étaient de moins en moins importantes, Mmh. bah, dû au développement d'internet et à la facilité de créer du contenu et de toucher des personnes. Mais, il y a quand même cette difficulté de tu vois, on appelle ça la traversée du désert, tu connais. Ouais. Hem, du coup, quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui sont aujourd'hui en phase de traversée du désert et puis qui ont envie d'abandonner et qui se sentent Mmh. mal parce qu'ils ont pas les résultats, malgré le travail? Bah, si je peux revenir sur mon parcours, quand je me suis lancé en 2009, j'étais encore étudiant, j'étais en école de commerce et j'avais fait un prêt pour payer les études parce que je viens pas d'une famille, riche et du coup, la solution quand tu veux faire un bac+5 en école de commerce, c'est de faire un prêt étudiant et du coup, j'avais déjà une dette et en plein milieu de l'école, je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie de devenir salarié». Or, on m'a dit qu'être salarié, c'est la meilleure façon de rembourser mon prêt étudiant après. Donc j'étais en situation délicate où, je savais qu'à la sortie de l'école, je serais complètement fauché et endetté et que soit je trouve un travail, soit je crois en mon projet et j'ai commencé à le travailler pendant les cours même. C'est pas forcément un meilleur exemple, mais j'y croyais à fond. Mais on a commencé à me dire: «Beh, Johan, arrête tes conneries, trouve-toi un travail, une fois que tu as ton diplôme, il est temps que tu passes, en CDI», enfin plein de choses comme ça. Moi-même, quand j'ai eu mon diplôme, je suis passé presque un an et demi sans gagner d'argent, sans me payer. J'ai enchaîné des CDD, des petits contrats comme ça, même dans mon business, des contrats pour me payer. Mais c'était dur parce qu'en fait, je me disais: «Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi je peux y arriver? Ceux qui réussissent là, c'est du bullshit, ça marchera pas pour moi», enfin toutes ces excuses. Mais en fait, en vrai, c'est des croyances limitantes, on s'auto-conditionne, c'est des petites voix dans la tête, plus les voix de l'environnement. Mais je crois que ce qui fait la différence, c'est vraiment je sais qu'on vous le répète souvent, mais c'est le sens qu'on met dans ça, en fait. Pourquoi on le fait? Moi, c'est ça qui m'a fait tenir, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'abandonner plein de fois, je trouvais pas d'appart, parce que quand tu as pas de CDI, tu es plus étudiant, tu as plus d'aide, tu as plus rien. Mmh. Heu, Va trouver un appart. Le 1re question, c'est: «Vous avez un CDI? Vous avez des garants?» «Ouais, moi mes garants sont en Martinique», donc eux, ça leur fait flipper. Donc tu vois, j'ai eu des amis, qui m'ont sous-loué leur appart pendant qu'ils étaient en stage, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu plein d'opportunités comme ça. Peut-être qu'après on en parlera des opportunités, si on peut appeler ça de la chance. Mais ça a été dur, mais j'ai pas lâché parce que pour moi, il y a pas d'autre alternative, vraiment. C'est que j'ai essayé pendant mes CDD de bosser pour quelqu'un d'autre, j'y arrivais pas, quoi. Moi, je voulais être libre et ça devenait limite obsessionnel. C'est vraiment le sens, c'est: «Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux y croire, je veux continuer» et même quand c'est dur, je me voyais pas dans une autre ou alors si je faisais autre chose, c'était temporaire. Je me dis: «Mon plan, c'est que je serai entrepreneur, quoi qu'il Mmh. arrive et je vais réussir». Et heureusement que j'ai pas lâché parce qu'aujourd'hui, je suis là, je voyage, on me dit souvent: «Tu as de la chance, c'est génial». Ouais, mais regarde par quoi je suis passé. En fait, c'est des décisions que j'ai prises et ces décisions, elles ont été prises parce que je savais pourquoi je le faisais. Donc vraiment donner du sens. Je sais que c'est un peu à la mode de devenir entrepreneur et tout, mais vous, qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? C'est quoi la flamme au fond qui va faire que vous voulez vraiment, vraiment, le faire? Ça change tout entre ceux Mmh. qui continuent et qui abandonnent. Mmh. C'est dingue parce que je me reconnais, dans ton parcours. J'ai quitté mes études, à la base, je quittais mes études pour lancer mon business Ouais, et heu et donc là, en août, j'ai démissionné de mon job en alternance d'ingénieur d'affaires. ouais. Je suis parti une semaine en Géorgie, en immersion, Mmh. avec des entrepreneurs et comme j'avais plus de CDI, enfin de contrat, Ouais. j'ai galéré à trouver, un appart pareil, exactement comme toi.
Et à deux, 3 jours près, j'étais à la rue sans appart. Et du coup, Ouais. j'ai eu ma dernière fiche de salaire et j'ai pu la donner pour trouver un appart, quoi. Mais la chance ou je sais pas. Mais en fait, quand tu continues à y croire, que tu lâches pas, l'opportunité, elle arrive. C'est vraiment bizarre et même encore aujourd'hui, je vais pas mentir en disant qu'on a plus de problèmes une fois qu'on atteint des résultats. En fait, c'est des nouveaux problèmes. J'ai la chance de choisir mes problèmes. C'est quand même un luxe, c'est pas des problèmes graves, ça touche pas ma santé, ça touche juste des enjeux financiers. Parfois, plus on monte, plus on peut perdre. Ça fait plus peur, en fait. Mais d'un autre côté, tu te dis: «C'est juste de l'argent» et quand tu as des compétences, tu sais comment en gagner, tu sais que tu pourras toujours rebondir. Mais, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette obsession, on parle de chance, l'opportunité, elle arrive. Moi, j'ai dit: «Écoutez, là, je veux» en fait, j'avais 2 choix. Soit je rentrais en Martinique dans ma famille, mais rentrer sur ma petite île, bon, c'est agréable la vie, mais au bout d'un moment, on tourne en rond et par rapport à mon ambition, mon projet, j'allais être trop enfermé. Ou je restais à Bordeaux, là où j'ai fait mes études et j'y crois. Sauf qu'à Bordeaux, fallait trouver un appart j'aurais pu, hein, dire: «Je rentre en Martinique, tout ça», mais j'ai continué. J'ai parlé autour de moi, j'ai dit: «Cherche un appart» et cetera et cetera. J'ai essuyé plein de refus, ça m'a dégoûté du système. Et puis à un moment, il y a un ami qui me dit: «Écoute, je pars en stage, je cherche une sous-location, tiens mes clés». J'ai dit: «Bah» en plus un ami martiniquais, c'était très marrant. Donc et ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas tenu, tu vois? C'était l'opportunité finale et il y a plein d'histoires comme ça de success stories, de personnes qui n'ont pas lâché, d'échec en échec et puis au bout d'un moment, il y a le truc qui Hmm. arrive, Jean J.K. Rowling, ce qui a été refusé, je sais pas, plus d'une douzaine de fois. Le script d'Harry Potter a été refusé une douzaine de fois. Regarde le succès que c'est aujourd'hui, et il y a plein d'histoires comme ça. C'est que, ouais, en fait, tant que tu y crois, faut enfin, mais même si tu y crois plus, il faut continuer à avancer et encore une fois, c'est le sens et puis aussi, il faut rester les pieds sur terre. C'est qu'il y a un moment, je sais que, bah, si je trouvais pas, j'aurais soit trouvé un taf temporaire, soit, je serais rentré et j'aurais trouvé une autre stratégie, mais j'ai pas lâché, quoi. Ouais, Mmh. c'est la clé, hein. La Mmh. persévérance, c'est la clé. Et beaucoup sur le marché promettent des millions, que ça va être Ouais. facile, que ça va être rapide. Et, et le marché sature un peu de ces promesses-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mmh. Bah, suite au post que j'ai mis il y a pas longtemps, en fait, c'est que je sens ras-le-bol même en off, hein. Beaucoup de gens ont dit: «J'en ai marre de ces promesses, j'y crois plus», et puis même pour moi, c'est un peu dur parce que si tu vois juste en termes d'image, de différenciation, si tu écoutes mon discours, tu prends le temps d'écouter mes vidéos et tout, tu vois que j'ai un discours différent. Depuis très longtemps, j'ai une ligne de conduite. J'ai toujours montré la partie, difficile. Mais de l'extérieur, on peut me dire: «Tu es comme les autres» et ça, j'en ai eu marre. J'ai dit: «Écoutez, non, il y a un moment, il faut être lucide» et pourquoi? Parce que, je suis là depuis longtemps. J'avoue que moi aussi, ça m'arrive, hein, de montrer des belles plages, des beaux hôtels et tout. C'est mon lifestyle, je kiffe, je vais pas m'en cacher. Mais, là où c'est tricky, c'est que j'ai jamais dit: «Ça, vous l'aurez du jour au lendemain» ou «C'est facile» ou dire aux gens: «Tant que tu es pas là, tu es une merde». J'ai dit: «Non, en fait, c'est ça, je kiffe, mais j'ai dû me battre pour arriver là et toi aussi, mais il faudra te battre pour arriver là» ou tu peux mettre en place des stratégies. Il te faut un plan, il faut de l'accompagnement, certes. J'ai été coaché, je me suis formé, toi aussi, il faut que tu le fasses, mais j'ai pas une méthode miracle et le souci, c'est que pour voir aussi même au niveau du marché américain, parce que ce qui se passe en France, c'est juste le reflet des États-Unis et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé de réglementation parce que ça s'est fait aux States et aux États-Unis, je suivais beaucoup par exemple, Tai Lopez, je sais pas si tu connais, qui Mhm. montent toujours des Lamborghini, des super villas, le lifestyle de ouf. Bon, c'est marrant, pour moi, c'est du divertissement et puis ça c'est intéressant, mais c'est pas par contre, c'est pas un truc qui, moi, me fait fantasmer. C'est-à-dire que oui, j'aime les belles choses, mais c'est pas, ma finalité. Pour moi, c'est du bonus, c'est des cadeaux et du coup, je pense que peut-être que les gens sont motivés par ça et c'est humain, c'est normal, on veut tous la facilité, on veut tous que ça soit rapide, qu'on souffre pas, on veut personne ne veut souffrir. Sauf que tu sais que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Mais quand tu arrives, à un certain stade et je pense que c'est l'élévation des consciences, les gens s'en sont conscients, on sait que c'est pas une finalité qui rend heureux. Parce que je peux te dire, j'en connais des millionnaires qui sont malheureux, qui sont au bord du suicide, comme je connais des millionnaires qui sont très heureux. Il y a pas de corrélation, en fait. C'est ton mindset, c'est comment tu vis les choses et quel est le sens que tu mets derrière et le point commun entre ceux qui sont heureux, même dans l'abondance et ceux qui sont malheureux, c'est la gratitude, en fait, et la capacité à savoir pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les belles choses qui sont pour beaucoup des signes de richesse et d'élévation. Et c'est des biais cognitifs. On veut tous se différencier de la masse, on veut tous être reconnus, on veut tous socialement être au-dessus. C'est humain, on est tous comme ça.
La différence, c'est est-ce que tu en fais une frustration, leitmotiv constant ou est-ce que tu crées quelque chose qui a plus de sens pour toi? Mmh. Et savoir vraiment qu'est-ce qui te rend heureux et je pense que c'est le plus important et je crois qu'on a oublié, ces aspects de bonheur, d'épanouissement, d'alignement. Il y avait ces discours-là au début, mais on les a un peu perdus parce que c'est devenu la course aux millions. Là où le concept de quitter la rat race, qui est un concept très connu depuis des décennies, et que Cédric Anissette a beaucoup utilisé dans sa marque et je trouve qu'il a très bien fait. Bah, en fait, peut-être que le tout le monde veut quitter la rat race et c'est top et j'adore ce mouvement-là. Seulement le souci, ce serait dommage en fait de vouloir la quitter, mais de se retrouver dans une nouvelle course aux millions et de se perdre. Donc quitter la rat race, oui, mais bien le faire et quitter la rat race en mode: «OK, maintenant, je suis épanoui, je suis en kiff, et cetera, mais je cours pas après ça» et le problème, c'est la course et je pense qu'on s'est perdu au moment où on a été dans une course, à qui gagne le plus, et puis s'attribuer à du chiffre d'affaires et des revenus. Alors qu'on est plus en tant qu'humain et je pense qu'on est tous, beaucoup plus que juste nos résultats, en fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on est? Ben, pour moi, on est c'est très compliqué, c'est, être. C'est des questions très philosophiques sur lesquelles on pourrait faire une dissertation. Qu'est-ce qu'on est? Ben, moi, je sais pas trop, mais je pense qu'on est juste des personnes en quête de sens, en fait. C'est con, mais on est tous en quête de sens et je pense que, on peut passer une vie à la chercher, on peut le trouver, je sais pas, mais pour moi, on est des êtres en quête de sens, c'est des êtres qui évoluent. Quand tu vois maintenant, ce qu'on est, ce qu'on était avant, mais toute la nature évolue, les animaux évoluent, tout le monde, tous les êtres et qu'est-ce qu'on est? Pour moi, ça dépend, c'est très philosophique. On est à la fois tout, on est à la fois rien. Mmh. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps qui disait que c'était sur la j'aime beaucoup le truc scientifique et il disait que ce qui est passionnant, sur, les atomes et on est tout dans la nature est constitué d'atomes, dont notre corps, ben, en fait, les atomes, c'est de la poussière d'étoiles. Donc ça veut dire que nous sommes des étoiles, en fait. Nous sommes des résidus d'étoiles, la poussière d'étoiles et quand tu sais ça, tu te dis que c'est génial, en fait, on est tous connectés. On est Ouais. en fait, au niveau atomique, on est pareil que la table, que l'ordinateur, que la les arbres, que les animaux, que les étoiles qu'on voit. Donc quand tu te dis ça, mais en fait, ça te met un champ des possibles de dingue. Donc je pense qu'on a une puissance énorme, qu'on est beaucoup plus qu'on le pense et en même temps qu'on est à la fois un petit peu rien parce qu'on est juste un petit grain de poussière. Donc c'est une question très, philosophique et métaphysique auxquelles j'ai pas les réponses. OK. Bah, merci pour, pour ta réponse. Heu, tu me parlais dans des commentaires, on avait échangé en commentaire la dernière fois Ouais, et tu me disais que Facebook, YouTube, tu en avais un peu marre. ouais, Il s'était passé quelque chose, ils t'avaient supprimé, ton compte ou je ne sais plus trop ouais, quoi, c'est ça. Ouais. et que tu me disais que dans ta stratégie, pendant les 10 prochaines années, Mmh. en fait, tu les avais même pas rentrés dans le jeu, dans Ouais, l'équation. Alors, clairement, ouais. comment est-ce que tu vois tes 10 prochaines années? Oui. Au niveau business, j'ai revu un peu ma vision parce qu'en fait, on va dire que quand j'étais étudiant et quand je suis arrivé, on va dire, bah, là maintenant, j'ai créé ce que je voulais créer et cette vision que j'avais était très basée, freedom, liberté à fond. C'est-à-dire, que maintenant je peux travailler à mon rythme où je veux, quand je veux, j'ai voyagé énormément, je me suis fait plaisir, j'ai rencontré plein de monde, c'était génial. J'avais le laptop lifestyle comme on dit, le digital nomadisme et là, en fait, j'ai pris un bureau, dans les nouveaux centres. Je commence à prendre des personnes de mon équipe. Je commence à avoir une nouvelle vision parce que je pense que c'est cyclique, hein. Quand on est jeune, on a envie de profiter, qu'on et arrivé à un stade, on a envie d'autre chose et ma vision, c'est que j'ai envie de développer, tout mon écosystème game entrepreneur, d'accompagner plus de personnes et avec des valeurs humaines, d'aider aussi à impacter beaucoup plus. J'ai envie de travailler aussi beaucoup plus avec des jeunes. J'ai fait une intervention il y a pas longtemps auprès de jeunes et c'était génial et on parlait d'opportunités, j'avais cette intention, je dis: «Je veux parler à des jeunes» et je reçois un mail genre 2 jours après, «Bah, voilà, on cherche des intervenants, est-ce que ça t'intéressait?» «Bah, oui, je suis chaud» et ça, c'est marrant parce qu'en fait, hem, ma vision, elle a changé, elle va se peaufiner encore les prochaines semaines mais clairement, les réseaux sociaux, ça a été en fait, j'ai été très web pendant 10 ans et ça a été même mon plus gros levier. J'ai développé une belle communauté sur le web et maintenant, en fait, plus je fais des événementiels, plus je fais des conférences et tout, plus je me sens mieux là et la distance, en fait, le problème du web, c'est qu'on n'a pas ce contact avec les gens. Au début, on l'avait parce qu'il y avait moins de monde. Maintenant qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu tout et n'importe quoi et ce qui est dur, c'est qu'il y a aussi une je sais pas si tu l'as constaté, une très grosse montée de la négativité Mmh. et moi, j'assume que je suis assez sensible, à ça et que
Même quand ça me concerne pas, quand je vois des gens s'énerver ou des commentaires, agressifs et beaucoup de haine, ça me touche, en fait. Je suis comme ça, même quand je le vois autour de moi, mais sur internet, c'est très fréquent et je pense qu'il y a beaucoup comme ça touche beaucoup de monde, j'ai dit: «Moins de portes à l'entrée», il y a une montée de la haine qui est très bizarre. Enfin, il y a une ambiance bizarre et tout le monde s'en plaint. Que ça soit les youtubeurs, les indépendants, les gens qui sont sur le web et ça, il y a tu peux pas forcément enfin, il y a beaucoup de plus de filtres en vrai et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai envie de sortir de ce truc, très virtuel, très, superficiel parfois et parfois un peu négatif et si on met pas des protections, et de me connecter plus aux gens, faire des conférences, partager plus de moments et quand je dis que c'est pas dans ma stratégie, 2020, ça l'est en bonus, mais c'est pas le centre comme ça l'a été depuis 2010 par exemple, 2009-2010 et je vais continuer à en faire, mais ça va pas être mon focus et même je vais le déléguer, quelqu'un va s'en occuper et moi je vais être présent, je vais être en conférence, je vais être en immersion, je vais être en mastermind, je vais être en formation, je vais être, en déplacement et je serai toujours sur le web parce que c'est un super outil. Ça reste encore un outil, mais ma présence sera moins devant l'écran et plus dans la vraie vie. Voilà ma vision, en fait. OK. Et concrètement, si des personnes qui nous regardent veulent, adopter cette stratégie parce qu'elles se sentent mal aussi derrière les écrans et elles sentent Ouais. qu'elles ont besoin plus de connecter, en réel avec des personnes, Mmh. comment est-ce que tu remplis des salles? En fait, c'est très simple, c'est qu'il y a déjà un besoin, parce qu'on est tous dans cette phase, et c'est trop à la mode en ce moment les déconnexions digitales, les détox digitales. Même moi, j'en fais parfois et je pense qu'on a tous besoin et puis, les événements, il y en a depuis très longtemps et c'est un énorme enfin un super moment et j'ai fait un exercice avec beaucoup de clients. Je leur ai demandé: «Quels sont les moments où vous vous sentez le mieux?» C'est jamais devant un écran. C'est jamais devant un téléphone. C'est jamais, enfin, dans des contextes comme ça. C'est toujours quand je suis avec d'autres personnes, quand je suis avec mes proches, quand je suis, dans un événement, quand je suis en formation, parce que ça me stimule. Donc j'ai dit: «Bah, écoutez, let's go», et moi, en fait, c'est que si dans votre stratégie, vous faites que du web, pour moi, c'est très non seulement c'est devenu saturé, mais ne faites pas que ça. Allez à des événements, faites du networking, du réseautage réel, mais du vrai réseautage, pas le réseautage, échange de cartes de visite. Également, participer à des événements, organiser vos propres événements, rencontrer des gens partout. Maintenant, il y a des coworking, maintenant il y a des ateliers partout, même dans les Starbucks, je sais pas, peu importe où vous allez dans les cafés, si vous n'aimez pas Starbucks. Il y a plein d'approches pour rencontrer du monde, mais en fait, on oublie qu'on faisait ça très bien et avant, hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a si on revient il y a 15 ans, il y avait pas encore tout ça, en fait. Et il y a 10 ans, ça commençait à peine à décoller. Et il y a 10 ans, l'iPhone commençait à percer. C'est pour dire donc, Mmh. on se rend pas compte quand tout ce qui se passe en 10 ans. Donc je sais pas où on sera dans 10 ans. Ça se trouve la Terre va même plus exister, on sera en mode Mad Max, selon les plus, pessimistes. Il y en a d'autres qui voient plus un retour à la reconnexion à l'essentiel. Donc on sait pas, en fait, quelle direction ça va prendre. Mais je crois que quoi qu'il arrive, l'enjeu, c'est que les gens prennent conscience que ils retournent vers la vraie vie et il faut pas hésiter soi-même à retourner vers ça et le marketing, la vente, tout ça, on a beau dire, mais en fait, ça se fait aussi en vrai, hein. Je sais qu'on a beaucoup formaté, il faut faire du contenu et cetera, mais tu peux très bien aussi closer, rencontrer des gens dans la vraie vie. Mes plus gros clients, mes plus gros contrats de consulting, ça s'est fait en face à face, hein. Ça s'est pas fait sur le web. Donc Mmh. Donc c'est-à-dire que tu vas organiser une conférence et tu vas, par exemple, aller à une conférence et parler à des gens un par un comme ça et peut-être qu'ils seront intéressés ouais. à OK. En fait, parfois, c'est juste prendre des contacts. Tu vas dans des salons, tu vas dans des conférences, tu crées des liens, tu peux toi-même intervenir, poser ton stand, tu peux aussi également, même quand tu vas à des conférences, pendant les moments de networking, parler avec des gens. Parfois, pas juste aller vendre ton truc directement, c'est très maladroit, mais parfois, juste quand on sait ce que tu fais, le jour où ils ont besoin de quelque chose, ils pensent à toi, ou ils ont ta carte, ou tu crées un lien, tu les invites, à discuter en off ou, à prendre un rendez-vous téléphonique. Enfin, il y a plein de façons de faire, mais ça reste, oui, du réseautage, du lien et de l'humain et que ça se fasse en ligne ou en vrai, ça reste de la conversation, en fait. Mmh. OK, super. Et bah, merci pour Mmh. tous ces échanges et toutes ces pépites super intéressants. Bah, du coup, on va finir sur ça. OK. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu as un message à faire passer, avant de terminer?
Oui, d'ailleurs, si vous voulez des événements, j'en fais régulièrement. J'en ferai un le 25 janvier à Bordeaux, dans l'objectif rencontre, conférence et tout, avec networking. Et d'ailleurs, par rapport au réseautage, ce que j'ai mis en place, parce que je suis un introverti et je sais que ça peut paraître bizarre quand on dit: «Il faut aller parler aux gens et tout». Moi, je suis pas à l'aise avec ça et du coup, pendant mes événements, je mets toujours des petits jeux, des trucs qui font que même ceux qui ont le plus de mal, vous créez du lien facilement, on s'amuse et c'est bonne ambiance et bon enfant. Donc voilà, j'en fais un le 25 janvier et puis je fais aussi des immersions en plus petit comité et tout. Donc s'il y en a qui veulent du présentiel, allez-y. Et puis je pense que quoi qu'il arrive, pour cette nouvelle décennie, si je veux donner un conseil, c'est n'oubliez pas le sens dans ce que vous faites et l'humain. Et je crois que si j'ai fait ce coup de gueule sur Facebook, c'est parce que beaucoup le disent, l'humain, contribuer et cetera. Mais l'incarner, c'est mieux et je pense qu'on est tous si on l'incarne tous, c'est ça qui va vraiment faire que qu'on va progresser donc incarner l'humain, respecter les autres, contribuer, apporter de la valeur, échanger et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à level up comme je dis. Ouais, se reconnecter à ses valeurs pour level up. C'est ça. OK, juste pour ton événement le 25, est-ce que tu aurais un lien ou pas? Ou pas Oui, encore? Ouais? je te donnerai le lien Tu me le et donneras? OK. Bah, OK. je le mettrai en description. Et ben, merci à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. N'hésitez pas à, échanger avec nous. Ça nous fera super plaisir et c'est cool d'avoir justement plus d'humains, d'échanger en commentaire. Bon, même si c'est virtuel, ça nous fera plaisir. Et puis, si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à mettre un like ou aller regarder, l'interview précédente. Voilà. Merci et à bientôt. À Merci, bientôt, John. ciao. Ciao, ciao.